Mmh. Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire aujourd'hui sur la nutrition fonctionnelle du cycle féminin. On a la chance d'avoir Lucrezia Bordi, nutritionniste et micronutritionniste, qui vient nous présenter justement la nutrition fonctionnelle. Salut Lucrezia, comment vas-tu? Hello, ça va et toi? Très bien, très bien. Écoute, hâte de t'écouter aujourd'hui. On a vraiment pas mal d'inscrits. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les praticiens sur SimplyCure. Comme à chaque fois, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. On prendra le temps d'y répondre avec Lucrezia à la fin du webinaire. N'hésitez pas à, voilà, s'il y a des problèmes de son, s'il y a des problèmes de quoi que ce soit, vous pouvez le mentionner dans le chat. Les questions, vous les posez et on prend un quart d'heure à la fin avec Lucrezia pour y répondre. Et le replay sera également disponible dans la foulée. Je pense qu'on est bon. Donc, Lucrezia, je te laisse présenter. Bonjour à tous et à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Moi, c'est Lucrezia. Je suis nutritionniste en Suisse et je suis aussi spécialiste en santé féminine. Et je suis vraiment ravie de vous retrouver aussi nombreux pour parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est les cycles féminins. Ouais. Tu voulais pas faire un petit résumé de SimplyCure? Parce que moi, là, je peux partir Ouais, pour parler, quoi. ouais, je peux. En gros, le webinaire est fait en partenariat avec SimplyCure. Pour ceux qui nous connaissent ou qui ne nous connaissent pas encore, on a développé un outil sur lequel vous pouvez recommander tous les compléments de vos labos favoris à un seul endroit, ce qui fait gagner du temps en consultation, ce qui facilite l'achat côté patients qui ne doivent plus acheter 3-4 colis différents et qui vous permet vraiment d'accéder au meilleur du marché. On regroupe plus de 200 laboratoires. Je fais une petite présentation un peu plus détaillée à la fin du webinaire, avant le question-réponse, où je vous montrerai justement comment on pourrait accéder au protocole de Lucrezia directement sur SimplyCure. C'est un outil qu'elle utilise aussi, ou que tu utilises aussi plutôt. Mais voilà, petite intro sur SimplyCure, et je pense que je te laisse présenter, parce que c'est ce que tout le monde attend. Exactement. Donc voilà, ok, merci Will. Donc ok, j'avais bien compris que tu vas parler des SimplyCure un peu plus tard. Donc comme je disais, moi je suis nutritionniste en Suisse et je suis aussi spécialiste en santé féminine. Et en fait, quand j'ai ouvert mon cabinet, je me suis rendu compte d'une chose très importante, c'est que les cycles en fait accompagnent la majorité des femmes pendant une énorme partie de leur vie. Et pourtant, c'est encore quelque chose qui est pas très bien compris, même banalisé ou même encore mal interprété. Et donc, c'est vraiment pour ça que j'avais envie de créer ces moments avec vous, pour vraiment remettre un peu de clarté, des nuances et aussi des compréhensions autour de tous ces fonctionnements qu'on va voir qui est vraiment central. Et donc, merci SimplyCure d'avoir pu accepter ces petits défis un peu fous parce que vous allez voir, on va parler d'énormément de choses. Ça va être un tout petit peu dense, je vous préviens. On va vraiment commencer par tout ce qui est les bases du cycle physiologique. Je vais essayer de rester synthétique parce qu'on pourrait vraiment passer plusieurs heures uniquement sur cette partie, mais je veux quand même poser une bonne base. Et promis, ça va être juste la partie un peu plus longue au début, mais ensuite, ça va être en descente. Et du coup, aujourd'hui, on va vraiment parler de nutrition fonctionnelle du cycle féminin et également des pathologies qu'on rencontre les plus souvent, notamment les SOPK, l'endométriose, et on va aussi parler des contraceptions hormonales. Pour tout ce qui est SOPK et endométriose, je ne vais pas refaire une présentation complète de ce que sont les pathologies. Je pars du principe que vous avez déjà les bases. Donc aujourd'hui, c'est plutôt pour vous donner des clés qui sont un peu plus concrètes et avec des axes de réflexion. Et pour tout ce qui concerne la contraception hormonale, là, je vais surtout vous rappeler un peu ce qu'elle peut modifier dans les corps, ce qu'elle pourrait masquer éventuellement, et aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec nos patientes lors de l'arrêt de la pilule pour justement mieux les accompagner et surtout les rassurer. Donc voilà, comme je disais, les contenus, ça va être assez dense. J'ai l'habitude de faire des webinaires qui sont assez vivants et accessibles. J'espère que ça ira. C'est un peu plus expert aujourd'hui, mais je sais que ça va le faire. Donc voilà, j'ai hâte vraiment de vous guider dans tout ça.
Donc déjà, avant de parler des nutritions, des pathologies, etc., il est vraiment pour moi essentiel de revenir à la base, donc comprendre ce que c'est réellement les cycles menstruels. Et on a souvent tendance à réduire les cycles en succession des règles. Et c'est d'ailleurs ce que la majorité de nos patientes nous décrivent quand on leur pose des questions en consultation. Mais en vrai, cette vision, c'est très incomplète et on va voir pourquoi. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le point central du cycle n'est pas la menstruation, mais bien l'ovulation. Et donc, ça serait beaucoup plus correct de parler des cycles ovulatoires, parce que les règles sont en réalité juste la conséquence d'un cycle qui n'a pas abouti à une grossesse, alors que l'ovulation, elle, au contraire, reflète vraiment toute la bonne communication entre différents signaux de régulation hormonale. Et quand, en fait, on regarde de plus près les cycles, on sait que les cycles ovulatoires de bonne qualité, c'est un indicateur de santé. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on dit vraiment que c'est un 5e signe vital, au même titre vraiment que tout ce qui est température, tension artérielle, fréquence cardiaque. Donc, imaginez à quel point ça peut nous donner plein d'informations sur notre corps des femmes. Donc, on ne parle pas seulement d'hormones, on parle aussi d'état émotionnel, mais aussi des santé osseuse, d'immunité et encore des métabolismes. Et on va vraiment le voir ensemble. Les hormones sexuelles ne servent pas uniquement à la reproduction et c'est justement parce qu'il est connecté à autant de systèmes qu'il est aussi très sensible. Donc aujourd'hui, vraiment, comprendre les cycles, on va voir, c'est pas juste comprendre les règles ou la fertilité, mais c'est vraiment apprendre tout un système global qui nous donne vraiment beaucoup d'informations sur notre santé. Donc, pour parler des cycles, on doit aussi comprendre les cycles, les mécanismes qui est derrière ces cycles. Promis, ça, c'est la slide sur laquelle on va passer un tout petit peu plus de temps. C'est vraiment juste pour faire comprendre de manière un tout petit peu biologique et chimique qu'est-ce qui se passe dans notre corps des femmes. C'est peut-être celle qui est un peu plus pointue et après, promis, ça va aller un peu plus en descente. Donc, quand on parle des mécanismes derrière les cycles, on parle de cette fameuse axe HHO. Et là, je vais respirer parce que, en réalité, les noms, c'est axe hypothalamo-hypophyso-ovarienne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout commence dans l'hypothalamus, donc vraiment dans le cerveau. Cet hypothalamus, il agit un peu comme un chef d'orchestre et en fait, il va sécréter la GnRH, qui est une hormone qui va stimuler l'hypophyse. L'hypophyse, elle va ensuite produire la FSH et la LH, qui sont deux hormones centrales, notamment la FSH qui va permettre la croissance des follicules. On l'appelle en effet l'hormone folliculostimulante. Donc, elle aide vraiment dans cette maturation des follicules dans les ovaires. Et ensuite, on a aussi la LH qui, elle, joue un rôle central au moment de l'ovulation. On l'appelle l'hormone lutéinisante. Donc, à ces signaux, stimulus ici, les ovaires vont ensuite répondre principalement en sécrétant les estrogènes et la progestérone. Et ces hormones vont, elles aussi, travailler sur l'utérus et notamment sur l'endomètre qui va se modifier tout au long du cycle. Ce qui est important à savoir, c'est que cette communication n'est pas que dans un sens. Okay? Les ovaires vont renvoyer aussi des informations au cerveau grâce aux variations des estrogènes et de la progestérone. Et ça, c'est ce qu'on appelle les rétrocontrôles. Donc, on a deux types de rétrocontrôles. Les rétrocontrôles positifs. Donc, il faut penser au rétrocontrôle positif comme quelque chose qui va stimuler, en fait, qui va permettre une connexion et les rétrocontrôles négatifs, on va le penser comme quelque chose qui va freiner. Okay? On va comprendre plus dans les détails. Donc, qu'est-ce qui se passe en milieu de phase folliculaire? Il y a les estrogènes qui ont augmenté grâce à la FSH et quand ils sont arrivés à un certain seuil, cette élévation va provoquer ces rétrocontrôles positifs et donc il va stimuler la LH. Et en fait, c'est ces pics des LH qui va déclencher l'ovulation. J'espère que vous me suivez. Ensuite, en phase lutéale, l'écorce jaune, donc c'est ces follicules qui a libéré l'ovocyte et qui se replie sur lui-même, produit la progestérone et c'est à ces moments-là qu'il y a ces rétrocontrôles négatifs. Donc, qu'est-ce qu'ils font les ovaires? Elles vont freiner la GnRH, la LH et aussi la FSH pour justement éviter qu'il y ait un nouveau follicule qui reparte sur un même cycle. Okay? S'il n'y a pas de grossesse, l'écorce jaune régresse et les taux de progestérone et d'estrogène chutent. Et c'est là qu'on a les menstruations. Donc, je sais que c'est dense, j'espère que c'est clair pour vous, mais en gros, voilà, ce qu'il faut se rappeler, c'est que tout commence dans les cerveaux et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tout un événement, plein d'événements en fait qui se succèdent un après l'autre et imaginez que c'est très sensible parce que dès qu'il y a quelque chose qui va un tout petit peu dérégler une seule partie de ces connexions, il y a tout qui peut se bloquer.
Donc, pour parler d'hormones, moi, je veux déjà faire les focus sur les estrogènes et la progestérone. Ce sont pour moi vraiment les hormones sexuelles les plus importantes dans les cycles. Et on va voir tout au long de ces webinaires pourquoi elles sont importantes. Parce qu'en fait, quand elles sont déréglées, c'est elles qui nous donnent les plus des symptômes visibles sur le corps. Donc déjà, une fois qu'on a vu tout cet axe-là, on a vu que les estrogènes sont un tout petit peu ce qu'on appelle une force décroissance. Donc, en gros, ils vont participer à cette maturation des follicules, mais pas seulement, ils travaillent aussi à tout ce qui est épaississement des l'endomètre, à la glaire cervicale, à l'énergie, à la libido et aussi à la santé osseuse. La progestérone, au contraire, c'est celle qui vient du coup après l'ovulation et elle va augmenter la température corporelle. Elle stabilise aussi l'endomètre parce qu'elle aide le corps du coup à préparer une éventuelle grossesse. Et une chose qui est super sympa de cette progestérone, c'est qu'elle a un effet très épaisant sur le système nerveux et donc ça peut favoriser aussi les sommeils. Tout au long de ces webinaires, je vais vous mettre un tout petit peu des valeurs santé par-ci, par-là. Ils sont évidemment toujours à regarder selon les laboratoires et aussi selon les normes. Mais voilà, je vous mets un tout petit peu ici par rappel. Comme ça, vous avez de plus en plus d'informations. Donc, pour rendre tout cela plus concret, on peut découper les cycles en quatre phases différentes, un peu quatre temps physiologiques, on peut les appeler comme ça. Donc, la première phase visible, c'est la phase menstruelle et c'est celle qui commence au premier jour des règles. Donc, à ce moment-là, on a vu l'endomètre se détache, on a des saignements et ça veut dire qu'il n'y a pas eu grossesse sur les cycles précédents. Et là, on a vraiment les taux d'estrogène et progestérone qui sont au plus bas. Ensuite, on rentre dans la phase folliculaire, donc celle qui est sous l'effet de cette fameuse FSH. Donc, vous voyez les petits follicules qui commencent à mûrir et à se développer jusqu'à qu'il y ait un follicule dominant qui va prendre les dessus et c'est les follicules qui va être choisi du coup pour l'ovulation. Quand il y a l'ovulation qui arrive, donc grâce à ces pics des LH, il y a l'ovulation. Donc ces follicules, ils se rompent et ils permettent du coup la libération des ovocytes. Et après l'ovulation, on rentre en phase lutéale. Vous voyez, elle est bien dominée par la progestérone. Et ce qu'elle fait au niveau de l'endomètre, c'est qu'elle va le transformer et le stabiliser pour le rendre favorable à une éventuelle implantation. Petit focus dernier sur les hormones et ensuite on va parler des choses de manière un peu plus simple. Donc déjà, on a vu maintenant l'estradiol, la progestérone, la FSH et la LH, mais il y a encore deux hormones qui sont super importantes quand on parle des cycles et ce sont la testostérone et aussi la prolactine. La testostérone, c'est vrai que elle est vue comme une hormone qui est souvent problématique chez nous parce qu'elle est toujours associée un tout petit peu à ces signes un peu démasculinisation, l'acné, etc. Mais en fait, quand elle est dans ces normes, elle est indispensable pour nous et il ne faut pas oublier qu'elle participe à l'énergie, à la libido et surtout, elle est précurseur à la fabrication des estrogènes. Donc, petit rappel, il y a des enzymes qui vont vraiment permettre cette transformation des testostérones en estrogènes, notamment l'aromatase. Et du coup, sans testostérone, il n'y aurait pas forcément aussi d'estrogène. La prolactine, c'est l'hormone de la lactation. Donc, on la connaît surtout en grossesse et post-grossesse, mais elle est tout le temps présente aussi. Et par contre, il faut la connaître parce que quand elle est trop élevée, donc qu'il y a un déséquilibre, elle a un impact énorme sur l'ovulation. Donc, elle pourrait en fait la freiner, la bloquer et aussi contribuer à des cycles qui peuvent être longs ou même absents. On commence à rentrer dans la partie un tout petit peu plus chill, on va dire, parce que moi, j'aime bien parler des 4 phases du cycle comme les 4 saisons. Et ça, c'est vraiment un tout petit peu les petits schémas que je montre à mes patientes pour vraiment expliquer en consultation comment elles peuvent ressentir du coup leur corps changer tout au long du mois. Donc, les règles, pour moi, elles correspondent vraiment à l'hiver du cycle. Donc, on a vu, c'est une phase de chute hormonale, mais c'est aussi une phase de repos et régénération. Ensuite, on a la phase folliculaire, donc là, pour moi, c'est les printemps parce que c'est une phase des renouveaux, des croissances et surtout chez beaucoup de femmes, elle peut s'accompagner de meilleure énergie et aussi meilleure tolérance à l'effort. Mais bien sûr, ça dépend de femme en femme. Moi, personnellement, c'est vrai qu'en phase folliculaire, j'ai beaucoup cette poussée d'énergie, etc. Donc, même à niveau de l'activité physique, je sens que je peux être un peu plus endurante. Ensuite, on a l'ovulation qu'on peut associer à l'été du cycle. C'est vrai que chez beaucoup de femmes aussi, là, on observe vraiment les pics d'énergie. On a aussi un pic de libido parce qu'il y a un peu plus de testostérone aussi qui est présente. Donc, on est plus ouverte, plus sociable. Mais encore une fois, il y a d'autres femmes qui peuvent aussi se sentir un petit peu plus fatiguées ou même
elles peuvent avoir un peu les douleurs, les fameuses douleurs ovulatoires. On va en parler quand on va parler de la phase ovulatoire plus dans les détails. Mais voilà, ça se passe pas bien pour tout le monde, mais pour la plupart des femmes, c'est quand même une phase qui est comme ça. Et enfin, on retrouve du coup la phase lutéale qui correspond un peu à l'automne, donc une période un peu d'introspection. Les corps, en fait, il est dominé par cette fameuse progestérone, donc c'est un peu mon hormone de calme, elle est apaisante, etc. Mais c'est aussi la phase du syndrome prémenstruel pour certaines. Donc voilà, c'est une phase un peu d'introspection au début. Les corps, ils se préparent aux menstruations, mais il peut y avoir aussi des hauts et des bas à niveau hormonal et c'est tout à fait normal. Une chose que j'aimerais dire aujourd'hui avec vous, parce que j'ai cette chance vraiment de pouvoir parler devant beaucoup de pros de santé, c'est que pour moi, en fait, comprendre son cycle ne veut pas dire vivre de manière rigide, ok, selon chaque phase. Donc là, tout à l'heure, je vous ai dit, par exemple, moi, je sens en phase ovulatoire beaucoup d'énergie. Il y a d'autres phases où, personnellement, je me sens un peu plus fatiguée et du coup, je prends le temps de ralentir. Pour moi, il ne faut pas juste se dire, je suis en phase lutéale, voilà, je dois absolument me reposer ou je suis en phase menstruelle, je ne peux rien faire. Enfin, vraiment, ce qu'on peut faire quand on comprend notre cycle, c'est qu'on peut adapter son quotidien, mais de manière flexible et aussi réaliste. Et par exemple, c'est ce que j'ai fait. Et quand je vois perso que j'adapte la façon de vivre à mon cycle, et dans un contrôle, justement pas dans une optique des contrôles ou de perfection, je me rends vraiment compte qu'il y a des jours où j'ai plus d'énergie, d'autres jours j'ai besoin de plus ralentir et en fait de m'écouter, ça me permet vraiment d'être plus bienveillante aussi avec moi-même. Donc vraiment, pour moi, ce qui est important, et nous on a un peu cette mission de pouvoir parler aux femmes, de leur dire que oui, on peut un tout petit peu soutenir notre corps, comprendre ce qui se passe. Dans la mesure du possible, effectivement, on peut les soutenir et on va voir comment. Mais le fait d'apprendre en fait à identifier tous ces moments du cycle, c'est vraiment un pouvoir et on va se rendre compte. Mais il ne faudrait pas que ça devienne quelque chose de trop strict et de trop rigide. Donc, on commence avec la première phase du cycle, donc vraiment la phase menstruelle. Je ne vais pas reparler de la bio, mais je vais justement vous parler de ce que c'est une phase menstruelle normale. Donc, plus ou moins, une phase menstruelle dure entre 3 et 5 jours. Évidemment, il y a des exceptions. Il peut y avoir des femmes qui ont une phase menstruelle qui dure jusqu'à 7 jours. C'est avec des règles un peu plus abondantes. Si c'est quelque chose qui arrive souvent et il n'y a pas trop de symptômes liés, ça va. Sinon, il faut vraiment consulter. Et pour tout ce qui concerne les sangs, c'est vrai que là, on va un peu dans les détails, les sangs devraient être rouge vif, couleur un peu cranberry, à rouge foncé. Donc, selon un tout petit peu les moments du flux. S'il est tout le temps brun ou très clair ou avec beaucoup de caillots, là, il faut consulter parce qu'il y a peut-être un dérèglement hormonal. On sait aussi que c'est un processus physiologique normal. On voit vraiment qu'il y a des hormones qui sont plus bas et aussi on a un perte de sang qui est visible, mais il implique quand même une réponse inflammatoire locale. Donc, parfois, on peut ressentir un peu de douleur. D'avoir des douleurs qui sont invalidantes, c'est pas normal. Ça, on va en parler plus tard aussi quand on parlera de l'endométriose. Mais ce qu'on peut faire surtout, c'est vraiment soutenir les corps avec la chaleur, avec du repos, une alimentation qui est douce, qui est chaude, qui est reminéralisante. Et côté plante, on regarde après. Mais côté micronutriments, c'est vrai que surtout on veut la base, donc tout ce qui est magnésium, zinc, oméga 3 et évidemment chez les personnes qui ont des carences un peu plus avérées à faire, pourquoi pas une supplémentation est envisageable. Du point de vue de l'alimentation, c'est vrai qu'on peut privilégier un petit peu certains aliments pour protéger notre corps et un petit peu le chuchoter dans cette phase. Notamment, l'idée aussi déjà, c'est pas de penser qu'il y a un aliment seul qui va nous, améliorer toutes nos règles. Les règles, si sont douloureuses, si sont abondantes, mais c'est vraiment l'idée de soutenir et surtout moduler l'inflammation. Donc, on pense d'abord à tout ce que c'est riche en fer, notamment les abats, la viande rouge de qualité, évidemment aussi du côté du fer végétal, toujours en pensant à collaborer, non, comment on dit, associer, je vais y arriver, avec de la vitamine C pour améliorer du coup l'absorption du fer végétal. On privilégie les aliments chauds, tout ce qui est simple, tout ce qui est reminéralisant, qui ne demande pas trop d'énergie à niveau digestif. Pour tout ce qui est anti-inflammatoire, c'est vrai que les gingembre a été beaucoup étudié, que ce soit en infusion, en cuisine ou même en complément. Et évidemment, apporter un peu d'oméga 3 avec par exemple les petits poissons gras, tout ce qui est sardines, maquereaux, anchois, pour vraiment moduler un peu l'inflammation. Les chocolats
chocolat noir, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. L'idée, c'est vraiment pas d'avoir un chocolat qui est très sucré. Donc, idéalement, ça sert à plus des 80, bon, j'allais dire 90, parce que je me suis dit, je parle avec beaucoup de personnes qui sont en France, mais voilà, 70%, 90% de cacao. Et enfin voilà, l'idée aussi, c'est d'apporter un petit confort et un petit plaisir qui est très intéressant, tout en sachant qu'on peut rajouter un peu de magnésium, un peu de polyphénol et un peu de fer avec un cacao de bonne qualité. Et donc, l'idée générale, c'est vraiment une assiette qui est nourrissante et qui est bien tolérée. Une petite chose importante pour tout ce qui concerne les slides, donc je ne sais pas si vous avez posé les questions, je ne suis pas en train de les regarder, mais il va y avoir un replay. Par contre, si vous voulez, ce que moi je vous conseille, c'est qu'il y a des slides qui sont volontairement faites avec un peu plus d'informations pour que vous puissiez prendre des photos ou des screenshots et que vous puissiez en fait les utiliser si jamais en consultation ou un peu comme rappel de toutes ces choses. C'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on avance avec le webinaire, il n'y a pas, je ne vais pas détailler aussi précisément tout. Donc, si jamais je vais un peu plus rapidement, n'hésitez pas à prendre des petites photos, comme ça vous avez les informations. Donc, après l'assiette, on peut aussi évoquer certains alliés botaniques qui peuvent être intéressants du coup dans la phase menstruelle. Une chose qui est très importante et vraiment, je pose ces cadres tout le temps, c'est que les plantes ne sont pas anodines. Okay, elles peuvent vraiment être très utiles, certes, mais elles doivent être toujours individualisées selon les terrains, selon les symptômes de notre patiente, beaucoup par rapport au traitement qu'elles prennent et aussi les antécédents familiaux. Ok, on rigole pas avec les plantes. Moi, j'ai énormément des patientes qui arrivent en consultation au début et qui me disent je prends telle plante. On fait un petit peu de tri. Il faut vraiment être sûr qu'il n'y ait pas d'antécédents, pas de comment dire, d'interaction avec les traitements qui sont en cours parce qu'elles peuvent être très puissantes et donc il ne faut pas oublier que voilà, c'est toujours à individualiser. Donc, pour tout ce qui est dysménorrhée, donc les douleurs des règles, il y a eu pas mal de petites études sur les gingembres et les fenouils, mais aussi sur la cannelle et la camomille qui vont apporter un soutien un peu plus doux. Lâcher les millefeuilles, moi j'adore cette plante qui travaille vraiment pour réduire en fait les douleurs. Moi personnellement je me propose à mes patientes. On va voir aussi comment elle peut travailler aussi dans les cas de l'endométriose. Et pour tout ce qui est règles abondantes, on peut partir plutôt sur la bourse à Pasteur et aussi les feuilles des framboisiers qui sont aussi utiles quand il y a des crampes un tout petit peu légers. Après la phase menstruelle, on entre dans la phase folliculaire. Donc, c'est les printemps de cycle. Encore une fois, on va directement voir ce que c'est une phase folliculaire normale ou pas, sans forcément s'arrêter à nouveau sur la physiologie. Donc, déjà, il faut savoir que la phase folliculaire, c'est la phase la plus variable du cycle. Okay, donc, elle peut être longue ou elle peut être courte. Si elle est longue, c'est souvent que l'ovulation a été retardée. Donc, si ça arrive de manière ponctuelle, c'est pas forcément inquiétant. Ça peut être dû à du stress, une maladie, un voyage, même un manque de sommeil. Et du coup, ça peut vraiment suffire un petit truc à décaler l'ovulation. Par contre, si c'est quelque chose qui est fréquent, eh ben, il faut explorer un tout petit peu plus loin, notamment faire des petites prises de sang pour regarder s'il pourrait y avoir les CPK ou résistance à l'insuline, quelque chose à niveau thyroïdien, inflammatoire. Okay, à l'inverse, une phase folliculaire qui est très courte, elle peut évoquer une ovulation précoce. Donc, elle peut être parfois liée à des cycles qui sont raccourcis ou aussi une maturation folliculaire accélérée et pourquoi pas une transition en périménopause. Donc, comme on l'a vu en phase folliculaire, il y a cet estradiol qui augmente de manière progressive. Et ça, c'est une très bonne chose. Hein. La montée estrogénique est vraiment nécessaire pour qu'il y ait cette maturation folliculaire et aussi cette préparation de la glaire cervicale et aussi de l'ovulation. Par contre, ce qui compte, c'est l'équilibre entre ce que les ovaires produisent et ce que les corps arrivent à métaboliser et puis à éliminer. Donc, c'est très important en clinique parce qu'en fait, une patiente peut présenter des signes d'hyperestrogénie sans forcément produire trop d'estrogène. Okay. Par rappel, les symptômes sont notamment les tensions mammaires, la rétention d'eau, les règles qui sont très abondantes et avec beaucoup de caillots, et aussi tout ce qui peut être migraine lié en fait à la phase lutéale et aussi SPM. Donc, les problèmes, parfois, ne viennent pas seulement du fait qu'il y a une production d'estrogène plus importante, mais c'est aussi un problème d'élimination. Okay, donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire un gros travail, souvent, sur le foie, qui c'est lui, en fait, qui transforme les estrogènes
Ensuite, la bile va les amener vers les intestins et ensuite, ils doivent être évacués dans les selles. Donc déjà, on fait un travail sur le foie. Si le foie il détoxifie bien, on doit être sûr aussi que l'intestin fonctionne bien, ok? Parce que si le transit est lent, s'il y a de la constipation ou le microbiote est un peu déséquilibré, et ben, cette élimination peut être moins efficace. Et c'est la raison pour laquelle est super intéressant de pas seulement penser au foie, mais de penser à cet axe intestin-foie, parce qu'on a dit, hein, les foies, c'est un tout petit peu en haut de cette transformation, mais ensuite, si l'élimination ne se fait pas bien, et ben, il y a tout un processus qui est un peu négatif, qu'on appelle les recyclages estrogéniques. Donc, vraiment, si la patiente est constipée, par exemple, bah, il peut y avoir une partie des estrogènes qui peut être réabsorbée. Okay, donc là, ça peut créer de l'inflammation et ça crée vraiment des déséquilibres non indifférents dans notre cycle. Il faut aussi introduire un petit sujet, on va dire, un petit thème, c'est celui de l'estrobolome. Donc, estrobolome, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est vraiment la partie du microbiote qui va influencer le métabolisme des estrogènes, notamment via une enzyme qu'on appelle la bêta-glucuronidase. Et en fait, quand cette activité de cet estrobolome elle est trop élevée, et ben, il y a aussi à ce moment-là certains estrogènes qui peuvent être réactivés et aussi répartir dans la circulation. Donc là, vous voyez déjà à quel point travailler avec l'alimentation sur le microbiote et surtout sur les transits peut avoir un impact énorme sur les symptômes du cycle. Et donc, c'est vrai que la phase folliculaire, c'est une phase où on va aider beaucoup les transits, on va soutenir le foie. Donc, on peut par exemple s'appuyer sur les crucifères qui soutiennent du coup cette fameuse détoxification des estrogènes au niveau hépatique. On intègre évidemment des fibres, les graines d'élan aussi, tout ce qui est riche en lignane, donc notamment les graines d'élan moulues ont vraiment un rôle intéressant et étudié sur la modulation des estrogènes. On a aussi les zinc qui va déjà travailler en fait pour la phase suivante qui est la phase ovulatoire. On peut soutenir le microbiote également avec les probiotiques et les prébiotiques évidemment. Et ici, on pourrait également privilégier les bonnes graisses qui sont associées aussi à la choline tout en soutenant l'intégrité des membranes cellulaires. Et petit bonus, notamment les œufs qui sont riches aussi en choline, bah, sont aussi un bon apport en protéines. Et là aussi, il faudrait rajouter un peu de protéines dans l'assiette en phase folliculaire parce qu'elles sont essentielles à la synthèse hormonale et aussi à la maturation des follicules. Donc, si on parle de micronutrition, on a effectivement certaines choses qui peuvent soutenir un peu la phase folliculaire, notamment les dîmes ou tous les extraits en fait des crucifères qui sont encore une fois intéressants pour la détox du foie. Les magnésiums qui est juste la base, vous allez le voir tout le temps. Et quand je ne le mets pas, les magnésiums il est quand même là, donc vraiment il faut pas l'oublier, c'est vraiment une base. Les zinc aussi qui est super indispensable, surtout parce qu'il prépare en fait l'ovulation et la vitamine D qui est pareil pour moi comme les magnésiums, ça reste la base et surtout en phase folliculaire, travaille sur l'inflammation et aussi sur la fonction ovarienne. Évidemment, pour tout ça, c'est beaucoup plus intéressant de doser, enfin surtout pour la vitamine D, c'est intéressant de doser. Là, je vous mets plus ou moins ce qu'on devrait, enfin les minimums un tout petit peu, mais moi perso, je suis sur des comment dire, j'attends des bilans un peu plus élevés. Hein. Notamment, moi, je suis plutôt entre au moins 40, 60 nanogrammes sur millilitre pour tout ce qui est vitamine D. Sinon, pour moi, il faut complémenter. Ça, on regarde tout à l'heure. Sur tout ce qui est plantes, donc, il y a énormément de plantes intéressantes. Encore une fois, toujours faisant attention et regardant les contre-indications. Ici, pareil, on fait ces petits focus sur les détox du foie. Attention, parce que quand je parle de détox du foie, c'est important de dire qu'il n'y a pas détoxifier les foies dans le sens où les foies métabolisent déjà les hormones en permanence. Ok, il faut pas penser à détox du foie. Voilà, il fait son travail déjà lui-même. Mais par contre, ici, on parle plutôt de soutenir les travails hépatiques et aussi la bile. Donc, chez certaines patientes, c'est vrai que le foie, il peut être un tout petit peu engorgé, un tout petit peu fatigué. Donc, il va détoxifier quand même, mais il a besoin d'un petit coup de pouce. Et là, notamment, on peut se porter vers les plantes comme les romarins, les chardons-marie. Moi, j'adore parce qu'il a une composante active qui est la silimarine qui travaille comme protection et aussi détoxification des cellules hépatiques, mais aussi elle travaille sur le stress oxydatif. La racine de pissenlit qui va travailler plutôt sur l'élimination douce et aussi l'artichaut. Et la chez les millefeuilles qui, encore une fois, peut être intéressante dans la phase folliculaire parce qu'elle peut travailler sur l'ovulation.
On va parler maintenant d'ovulation, qui est un peu ma phase préférée. Et quand on parle d'ovulation, moi, ce que je trouve fascinant, et c'est vraiment quelque chose que je veux partager avec vous, c'est que ça ne se passe pas uniquement au niveau ovarien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup de femmes, et dont moi aussi, je ressens en fait cette phase dans tout mon corps. Donc vraiment, normalement, on devrait avoir, selon les hormones, un peu plus d'énergie, un peu plus de clarté mentale, plus de libido, mais aussi plus envie de connecter, et même on a un peu ces sensations d'être plus confiante, plus ouverte. Donc vraiment, c'est une phase qui est super sympa. Malheureusement, elle ne dure pas longtemps, mais c'est une phase vraiment où moi, ce que j'ai dit à mes patientes, c'est vraiment de profiter à fond, de s'entourer des positifs. Là, on va voir comment la soutenir, évidemment, de point de vue naturel, mais c'est vrai que de point de vue de l'hygiène de vie et de ce qu'on fait dans notre vie, c'est toujours sympa de se dire que voilà, ça c'est un peu notre moment pour briller. Et quelque part, pour moi, le corps, il est vraiment bien fait parce que cette phase-là, c'est aussi notre fenêtre fertile. Donc, c'est vraiment le moment où la fertilité est la plus haute. Et donc, biologiquement, tout est orienté vers la disponibilité, l'ouverture, l'attractivité. Et pour moi, vraiment, c'est pas une coïncidence. Donc, évidemment, c'est pas une règle absolue. Il y a aussi certaines femmes qui peuvent ne pas se sentir comme ça, mais la plupart, oui. Et du coup, si vous le ressentez, je sais qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui présentes, donc vraiment profiter de cette phase ovulatoire parce qu'elle ne dure pas longtemps, mais en tout cas, ça nous amène plein de belles énergies. Donc, si je résume un tout petit peu les grands changements autour de l'ovulation et comment en fait on sait pour savoir si notre ovulation se passe bien ou pas, déjà, il y a un changement dans la glaire cervicale. Okay, la glaire cervicale, c'est ce petit mucus qui permet en fait de faire rentrer ou pas les spermatozoïdes. Donc, dans cette période-là, qui est notre période fertile, elle va devenir un peu plus abondante, mais aussi transparente et filante. Et ça, c'est vraiment un signe que les estrogènes ont bien fonctionné, sont bien montés, et aussi que notre fenêtre fertile est ouverte. Ensuite, on a vu qu'il y a physiologiquement les pics des LH, donc qui a déclenché l'ovulation. La température basale, elle reste plutôt basse avant l'ovulation, mais ensuite, elle va augmenter après grâce à la progestérone, on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite, chez certaines femmes, qui est un peu moins fun, mais bon, normalement, c'est pas très douloureux, on peut avoir aussi des petites douleurs, type un peu un pincement à niveau des ovaires, ou même un tout petit peu des spotting. Par contre, sinon, il y a plein d'autres signes, la libido, l'énergie, et ça, c'est ce que j'espère la plupart de vous ressentent. Donc, c'est là où on peut déjà commencer à parler des progestérones parce que c'est vraiment là que cette hormone va devenir l'hormone principale. Et ce qui est super important à savoir, c'est que si l'ovulation n'a pas eu lieu, on n'aura pas assez de progestérone. Okay, donc, l'ovulation, c'est vrai, c'est notre fenêtre fertile, c'est aussi la libération d'un ovocyte, du coup, mais c'est aussi les points de départ de toute la dynamique des progestérones qui se crée en phase lutéale. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle, quand on a une phase lutéale qui est un peu moins sympa, avec du syndrome prémenstruel et des symptômes qui ne sont pas forcément très facile à vivre, tout commence de beaucoup plus tôt. Okay, donc, il faut déjà aller voir s'il y a une ovulation, si elle a eu lieu, comment elle a été, et limite aller chercher encore plus loin dans la phase folliculaire, etc. Okay. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, par contre, est que cette phase est super sensible au stress. Et en effet, c'est vrai que quand l'hypothalamus, on l'a vu tout à l'heure, vous avez vu à quel point il y a tellement des connexions entre hypophyse, ovaire, hypothalamus, etc. Donc là, c'est tout pareil. Quand il y a du stress, notre cerveau perçoit un danger et en fait, il peut agir de deux manières différentes. La première, c'est qu'il crée un blocage, en fait. Donc, les pics DLH ne pas se produire correctement et du coup, l'ovulation peut être retardée, voire bloquée. Ou bien, il peut y avoir ce qu'on appelle les vols métaboliques. Donc, en gros, c'est notre corps qui est tout simplement, en situation de stress, il va prioriser la survie. Donc, il va orienter toutes ses ressources vers la production de cortisol et vers les autres organes. Et ce qui se passe, par contre, c'est que comme les hormones stéroïdiennes, en fait, partagent des précurseurs communs, notamment les cholestérols, cela, en fait, peut se faire au détriment de la progestérone, qui est, du coup, une hormone de fertilité et de sécurité. Et quand il se passe ça, on peut avoir énormément des symptômes, notamment cette ovulation qui est tardive, une phase lutéale qui est très courte, du spotting, même justement en dehors des règles, et aussi un syndrome prémenstruel qui est beaucoup plus marqué. Donc, il faut faire attention, toujours chercher chez nos patientes, est-ce que l'ovulation a eu lieu? Est-ce que tous ces symptômes, ce ne serait pas parce qu'il y a eu un stress important, un traumatisme, quelque chose qui a pu choquer en fait le corps? Il faut chercher.
Par stress, d'ailleurs, j'entends énormément des choses, hein. Ça peut être un stress, ça peut être un changement, en fait, à niveau de notre vie, ça peut être une activité physique trop intense, ça peut être malnutrition. Tout ça, c'est perçu comme un stress, OK, par les cerveaux. Et donc, nous voici parler des aliments pour la phase ovulatoire. Il n'y en a pas 3000. Alors, la base de toutes les phases, en réalité, c'est l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, on veut toujours avoir des protéines de bonne qualité, des glucides complexes, on veut travailler sur notre équilibre glycémique, on veut apporter des fibres, on veut apporter des bonnes graisses, on veut limiter un peu tous les aliments qui sont pauvres en nutriments, qui sont transformés. Mais du coup, sur chaque phase, c'est vrai qu'on pourrait avoir des super aliments qui vont un petit peu plus soutenir phase par phase. Et pour ovuler, on vient de le voir, les corps a besoin de ces signaux de sécurité. Et donc, tous ces signaux passent aussi par l'alimentation. Comme je vous ai dit, c'est un stress qui est dû, par exemple, en sous-alimentation, et il n'y a pas assez d'énergie ni des macronutriments. Et donc, l'ovulation, elle ne va peut-être pas se faire de la bonne manière, voire elle va être bloquée. Donc, pour soutenir l'ovulation, il faut une assiette qui est riche. Donc, en dehors d'avoir des protéines, des glucides qui doivent être à la base, et en plus aussi des fibres, que là, je n'ai pas noté, mais elles sont vraiment nécessaires. On peut rajouter un petit peu des zinc, qui est un micronutriment clé pour la fertilité, donc il soutient la qualité ovocytaire et aussi l'ovulation. On a tout ce qui est antioxydants, donc fruits rouges, baies, légumes colorés, qui peuvent aider aussi du coup à réduire le stress oxydatif. Et évidemment, comme je disais tout à l'heure, un apport calorique qui est suffisant et avec des aliments qui sont équilibrés et qui donnent de l'énergie. Donc, sur ces slides, on va parler un petit peu des micronutriments. Alors, évidemment, tout ça, ce ne sont pas des compléments qu'il faut prendre que sur les phases, ok? Je ne sais pas si j'anticipe des questions ou pas, mais en gros, quand je parle des micronutritions par phase, c'est tout simplement comprendre s'il y a une petite défaillance, un petit dérèglement d'une certaine phase. Et du coup, pour la soutenir, on peut faire des cures des 1, 3 mois, 6 mois de ces compléments-là, ok? C'est vraiment des superfoods, des micronutriments qui vont potentier cette phase, mais évidemment, c'est pas à prendre juste dans la petite période, ok? Donc déjà, on a vu les zinc qui est super intéressant pour l'ovulation. On a aussi la coenzyme Q10 qui soutient les mitochondries et on a entendu sûrement parler si on est un projet bébé, par exemple. La vitamine D, encore une fois, la base. Le magnésium, je ne l'ai pas cité, il est là aussi tout le temps. Et ici, également, les oméga 3 et pas DHA qui vont aider à moduler l'inflammation et aussi à soutenir la qualité des cellules. On passe dans la phase lutéale, donc l'automne, qui est, comme je disais tout à l'heure, cette phase un peu de baisse progressive de l'énergie, parce qu'en fait, la progestérone va monter, vous voyez, et ensuite elle va redescendre. Donc, c'est vraiment un moment où d'abord, on a un peu des calmes, d'introspection, et ensuite, il y a tous la catastrophe des syndromes prémenstruels qui arrivent. Mais en dehors de la partie finale, donc de la phase lutéale tardive, c'est quand même une partie super intéressante pour notre corps et on peut soutenir la progestérone. Si on a assez de progestérone dans les normes, et c'est une phase aussi vraiment de calme, d'introspection, des repos. Donc là, encore une fois, vous voyez l'importance de l'ovulation, parce qu'en fait, s'il n'y a pas eu ovulation, il n'y a pas eu de corps jeunes et du coup, il n'y a pas eu de vraie production de progestérone. Et en fait, quand je vous disais que c'est la phase lutéale, on peut bien la vivre quand on a une progestérone qui est dans les normes, c'est tout simplement que si on n'a pas ovulé et que du coup, la progestérone est insuffisante, en fait, on peut voir du coup tous ces symptômes-là d'OSPM qui vont apparaître. Donc, c'est effectivement la phase du syndrome prémenstruel qui peut apparaître dans les jours qui précèdent les règles. Alors, très important, ça après, je pense que vous l'avez entendu énormément de fois, mais il y a des patientes qui disent « Ah, moi, je suis de mauvaise humeur, etc. Quand j'ai mes menstruations. » Alors, non, on a toujours l'impression aussi d'avoir été mise dans cette étiquette que quand on a les règles, on est chiante, on est irritable, etc. Mais en fait, vraiment, c'est avant. Donc, tout ce qui est syndrome prémenstruel, ça arrive avant. C'est dû à cette chute des progestérone. Pendant les règles, on a vu qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, s'il y en a de l'irritabilité et tout, faut regarder qui on a autour de nous. C'est peut-être pas les hormones à ces moments-là. Certes, c'est une période où on veut avoir un peu plus de réconfort et tout, mais voilà, c'est pas la phase où on est les plus sensibles. Donc, les syndromes prémenstruels, par rappel, ils peuvent se manifester de différentes manières, donc avec des manifestations qui sont physiques, mais aussi dans les émotions. Aussi, voilà, il faut
comprendre, il faut un tout petit peu être bienveillant avec soi-même. C'est pas que le corps fait n'importe quoi, il est en train de nous envoyer un message et c'est OK, tout à fait OK. Et c'est moi ce que je dis vraiment tout le temps à mes patientes, de ralentir, de prendre du temps pour soi, de vraiment être un peu plus bienveillante avec soi-même. On sait que ce sont les hormones, ils peuvent nous donner énormément des symptômes associés, mais si on est consciente que, bah, voilà, je savais, je suis en phase lutéale, voilà pourquoi je suis comme ça. Peut-être qu'on peut être aussi un peu plus bienveillante envers nous-mêmes, parce qu'on a plein de choses. Hein. On peut avoir des tensions mammaires, les ballonnements, les fringales, donc voilà, il peut y avoir plein de choses qui peuvent effectivement être un peu lourdes. Donc, dans les aliments, la base pour moi, pour l'énergie, ce sont les vitamines de groupe B et aussi, du coup, les magnésiums. Les calciums, qui est vraiment intéressant pour avoir plus d'énergie et aussi les petits oméga 3. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a besoin de plus d'énergie. Donc, métaboliquement, pour moi, notre corps dépense un peu plus d'énergie. Donc, c'est normal d'avoir un peu plus de faim. Vous n'êtes pas folle. Et c'est intelligent et smart de faire du coup des petits encas, des petites collations équilibrées pour justement essayer de soutenir ces changements métaboliques. Et il ne faut pas aussi oublier que vraiment en phase lutéale, on veut des assiettes qui sont complètes. Donc, ici aussi, riche en protéines, bonne graisse, des fibres, des minéraux, des micronutriments, enfin, vraiment tout ce qui peut préparer notre corps aux menstruations. Et là, c'est pas le moment de se sous-alimenter ou de pas avoir des aliments nourrissants. Ne pas avoir des aliments nourrissants. Enfin, on a besoin de tous les nutriments nécessaires. Du point de vue de la micronutrition, ici, la base, c'est toujours un peu la même. Donc, on a encore les magnésiums et les vitamines du groupe B, les zinc, les oméga 3 et la vitamine D. Par contre, ce que moi, je trouve super intéressant dans cette phase, ce sont les plantes. Donc là, aujourd'hui, je vous ai cité qui est 2, parce que je vais parler de plusieurs plantes après quand on parle des SEPK et d'endométriose, mais les 2 qui ont été un tout petit peu les plus étudiées, enfin, surtout une qui a été beaucoup étudiée, c'est les gâtilliers. La chimie, il a été étudié, mais les preuves, c'est un peu moins fiable, mais il peut effectivement être utilisé et au contraire, c'est super intéressant. Donc la chimie, il travaille vraiment sur toute cette phase lutéale. Donc il travaille avec le spotting, s'il y a du spotting, s'il y a une phase lutéale qui est courte, s'il y a des règles qui arrivent un peu trop vite. Et les gâtilliers, lui, il a un travail plus global. Donc vraiment, il travaille du cerveau. Donc il va vraiment travailler sur l'axe hypophyse ovarien et on peut l'utiliser de manière un peu plus ciblée. Donc notamment s'il y a une phase lutéale qui est un peu plus fragile, en cas des prolactines élevées. Et attention parce que du coup, vu qu'il a un impact sur la prolactine, si notre prolactine est déjà déséquilibrée, il faut faire attention. Mais il est un game changer total. Et ça, j'ai énormément de feedback positifs contre le syndrome prémenstruel. Donc vraiment, j'ai eu beaucoup de patientes qui l'ont testé et qui est sur 3 à 6 cycles parce qu'en fait, c'est quand même une plante qui ne donne pas ses résultats tout de suite. Ça prend un peu plus de temps. Et elle a un impact énorme. Par contre, c'est aussi une plante qui a beaucoup de contre-indications. Donc là, je ne vous ai pas tout listé, mais honnêtement, vous tapez contre-indication gâtillier sur Internet et vous avez une page énorme. Donc vraiment, il faut faire attention parce que c'est une plante qui peut perturber pas mal les corps. Et il faut regarder jusqu'à les antécédents à niveau familial. On va parler maintenant des dérèglements du cycle. Alors, juste à savoir que je n'ai parlé avec Will tout à l'heure, j'ai toute une partie sur l'aménorrhée, mais on ne va pas pouvoir la faire parce que je pense que je suis short un peu à niveau du timing. Par contre, on peut y revenir dessus après si jamais vous avez des questions. Et du coup, je vais juste passer directement à l'SEPK. Et là aussi, je ne vais pas forcément refaire toute la définition du syndrome parce que je pars du principe qu'on s'y connaît, mais je vais vous donner un tout petit peu des idées d'approche fonctionnelle. Donc, comment accompagner notamment une patiente sur les terrains. Et pour moi ici, c'est assez parlant parce que j'ai essayé de résumer un tout petit peu les grandes axes, on va dire. Donc, d'abord, on a ces côtés glycémie. Donc, tout ce qui est glycémie, alimentation. Donc, il faut faire un grand travail en cas d'SEPK parce que l'insuline dans cette pathologie joue un rôle vraiment central et le fait d'aller stabiliser la glycémie peut vraiment aider à réduire la stimulation ovarienne des androgènes et aussi à protéger la qualité ovulatoire. Ensuite, on a cet axe sur l'hyperandrogénisme. Donc, l'objectif ici, évidemment, c'est pas de tenter de supprimer les androgènes, on en a besoin, mais on va vraiment réduire leur excès et surtout les symptômes visibles. Dans les troisième axes, on a tous les côtés hygiène de vie et mouvement. Donc, on accompagne aussi notre patiente avec des idées,
des tips sur le sommeil, sur le stress, sur le cortisol, l'activité physique adaptée. Et enfin, la micronutrition et la phyto qui viennent vraiment cibler les carences et soutenir les corps selon le phénotype. Ok, donc vraiment, ça c'est un peu la base de SOPK, mais comme à chaque fois, il faut individualiser parce que les SOPK, il y en a très différents avec des phénotypes différents et donc selon la prise de sang ou les symptômes visibles, il faut vraiment adapter la prise en charge. Donc, avant de personnaliser, et je parle déjà ici d'endométriose, enfin, vite fait, pour moi, comme je disais tout à l'heure, la base de la base pour toutes les femmes devrait être vitamine D, oméga 3 et magnésium. Ok, donc déjà quand on va par la suite travailler avec des protocoles de micronutrition spécifiques, que ce soit SOPK ou que ce soit endométriose, déjà la base faudrait qu'il s'efface avec ces trois micronutriments là. Évidemment, la vitamine D, il faudrait quand même la doser. Donc, on commence avec les compléments les plus étudiés dans les SOPK, qui est les myoinositol, donc qui est très utilisé dans cet accompagnement. Et en particulier, il est super intéressant quand il y a une résistance à l'insuline, des cycles qui sont longs et aussi une ovulation qui est irrégulière. Et on est souvent sur 2 à 4 grammes d'imyoinositol par jour. Parfois, ça peut être associé à des chiroinositol. Idéalement, les ratios qu'il faudrait avoir, c'est un ratio qui est proche des 40 à 1 selon les formulations. Là, je vous mets au fur et à mesure en fait des compléments qui sont présents sur SimplyCure, à savoir aussi que je vous ai créé des protocoles pour chaque dérèglement hormonal. Donc, je vous ai créé un protocole SOPK, endométriose et contraception et arrêt de la pilule que vous pouvez regarder par la suite. C'est Will qui va vous donner toutes les informations. Mais voilà, si jamais j'ai featured un tout petit peu tous ces compléments ici pour vous faire un exemple, mais vous retrouvez toutes les informations et surtout la posologie et mes conseils dans mes protocoles sur SimplyCure. Ce qu'il faut nuancer aussi, c'est que l'imyoinositol est vraiment pertinent dans les SOPK avec une dominante métabolique, ok, ou ovulatoire. Donc, ça ne convient pas à tous les phénotypes. Ou bien, ça peut convenir, mais ça ne va pas donner des résultats super visibles. La berbérine, elle est aussi super intéressante avec SOPK à composante métabolique et aussi avec résistance à l'insuline. Donc, elle est un peu dans ce slide, mais concrètement, elle peut soutenir la sensibilité à l'insuline, elle réduit la production hépatique des glucoses et aussi elle améliore certains marqueurs métaboliques comme notamment les triglycérides ou les LDL. Ici, la posologie indiquée est de 500 mg 2 à 3 fois par jour, normalement avant les repas, mais voilà, il faut toujours un tout petit peu aussi personnaliser. Et point important, c'est un complément super puissant. On l'utilise dans plein de choses. On l'utilise effectivement, oui, pour le syndrome métabolique. On l'utilise aussi dans les SIBO. Il a plein de bienfaits, mais il a aussi beaucoup de contre-indications. Donc, comme d'habitude, on vérifie les interactions avant de proposer à nos patientes. On a la NAC, la N-acétylcystéine, qui a un intérêt un peu différent parce qu'elle va travailler plutôt sur un phénotype des SOPK qui est inflammatoire, notamment avec stress oxydatif ou avec une galère cervicale de mauvaise qualité. Il a une action vraiment pléiotrope, donc il agit sur plusieurs axes et notamment sa posologie est plus ou moins sur les 600 à 1008 mg par jour, sachant que moi, normalement, je propose 600 mg pour commencer et déjà, on voit pas mal la différence. Ensuite, on a les sopalmétaux. C'est les derniers compléments sur lesquels je vais faire les focus pour les SOPK. Donc, les sopalmétaux, il a vraiment un intérêt dans un SOPK à composante hyperandrogénique. Okay, donc, vraiment avec des signes cliniques de hyperandrogénisme, notamment l'acné hormonale, la peau grasse, l'hirsutisme ou l'alopécie androgénique. Vous vous souvenez, c'est vraiment cette perte de cheveux presque, où ça peut laisser en fait vraiment des petits trous vraiment dans les cuirs chevelus. Donc, dans ces cas-là, les sopalmétaux, il a fait ses preuves. Et également, ici, la posologie indiquée est de 160 mg 2 fois par jour, des préférences au cours d'un repas. Et comme d'habitude, vu que c'est une plante à effet hormonal, il faut faire attention aux contre-indications. Donc, ces slides, je ne vais pas regarder les plantes une par une, mais j'ai fait exprès à vous la faire un petit peu plus mimi comme ça, si jamais vous voulez prendre une petite photo. Donc, c'est vraiment, ce sont peut-être toutes les plantes qui ont été un petit peu étudiées et qui ont été testées sur des patientes avec SOPK. Donc, je vous invite vraiment à faire un petit screenshot parce qu'il y en a beaucoup, mais j'ai volontairement fait un petit schéma, comme ça vous pouvez le réutiliser en consulte si jamais. Et voilà, encore une fois, c'est pas pour tous les types de SOPK, on choisit toujours selon les phénotypes, mais il y a qui ont fait vraiment leurs preuves et sont super intéressantes. On passe à l'endométriose.
Et là, vraiment, encore une fois, je ne vais pas parler de la pathologie, mais ici, je voulais quand même juste faire une petite parenthèse parce que, encore une fois, j'ai vraiment la chance d'avoir des pros de santé en face de moi et on sait au moins que l'endométriose, oui, c'est une pathologie systémique, globale, donc elle n'est pas qu'une pathologie gynécologique, mais on sait quand même que la douleur est quand même souvent les symptômes les plus centrales et je veux vous rappeler cette chose, même je sais que vous êtes extrêmement bienveillant, qu'il ne faut jamais banaliser une douleur menstruelle qui est invalidante. Moi, je me trouve toujours en consultation des femmes qui viennent chez moi, qui me disent qu'elles ont des règles douloureuses et encore une fois qu'elles n'ont pas forcément été prises au sérieux dans leur suivi médical. Et moi, je les pousse vraiment à aller chercher plus loin, à vraiment regarder avec des médecins. Si pas possible, changer de médecin, regarder vraiment plus loin. Donc, nous, je trouve qu'on a vraiment un peu cette mission de se dire que si on voit quelqu'un en face de nous qui souffre, qui a de la douleur, et chaque douleur, elle peut vraiment pas être prise pas au sérieux. C'est super important. Donc, dès qu'on voit qu'il y a, nous, en tant que thérapeute, parce qu'on prend des notes et on connaît nos patientes, dès qu'on voit qu'il y a des règles qui sont trop douloureuses, qui obligent à s'arrêter, qui sont invalidantes, où on doit prendre des antalgiques forts à chaque fois, c'est pas normal. Et on a vraiment cette mission à mon sens, en fait, de sensibiliser, d'écouter et aussi de faire comprendre aux patientes qu'on a en face que si on suspecte une endométriose ou qu'il y a des douleurs, il faut vraiment aller plus loin dans la recherche d'un diagnostic. Et à savoir aussi que nous, on peut aussi pousser à faire diagnostiquer. De notre côté, on ne peut pas soigner la maladie, on ne peut pas trop aider. Évidemment, il n'y a pas de cure aujourd'hui, mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est vraiment aider énormément les douleurs. Et là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui s'offrent à nous, mais on peut changer des vies. Donc, il ne faut pas oublier que s'il y a quelqu'un qui souffre en face de nous, on a cette mission de l'accompagner. Donc, l'endométriose, comme je viens de le dire, c'est pas que maladie hormonale, donc elle n'impacte pas qu'à niveau gynécologique. Elle peut être la plupart du temps estrogénodépendante, donc il y a cette hyperestrogénie, mais elle est souvent et surtout très inflammatoire et travaille du coup de manière négative, donc elle impacte en fait les systèmes immunitaires, neurologiques et aussi digestifs. Et donc c'est important parler de ça parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'il y a des petites choses qu'on peut faire au fur et à mesure pour soutenir déjà la détoxification des estrogènes, comme on a vu tout à l'heure, et aussi pour limiter les douleurs. Là, je vous ai fait un petit schéma un tout petit peu des symptômes principaux. Et moi, j'aime bien les rappeler avec les 6 D parce qu'ils commencent plus ou moins tous par D. Et ça devrait nous tilter en fait en consultation si jamais il y a un patient qui se plaint beaucoup d'avoir un ou deux de ces symptômes. Il faudrait qu'on aille chercher un tout petit peu plus loin. Donc, cette slide, pour moi, elle est super importante parce qu'en fait, elle évite une erreur qui est assez fréquente. Donc, on pense souvent, du point de vue clinique, que l'endométriose, que plusieurs endométrioses peuvent avoir un profil hormonal qui est similaire. Mais en fait, on peut avoir un profil qui est hyperestrogénique. Donc, on a une production qui est trop élevée d'estrogènes ou une élimination insuffisante. Et on peut avoir tout simplement pas d'hyperestrogénie, mais un profil qui est inflammatoire et résistant. Donc, dans un profil comme celui-ci, on peut retrouver plutôt des règles qui sont très abondantes, des caillots, des douleurs au niveau de la poitrine, un SPM qui est marqué, alors que dans la deuxième partie, on a vraiment la douleur qui est le point principal, aussi la fatigue chronique et les troubles digestifs. Et donc, à savoir aussi que 2 patientes peuvent avoir une endométriose, déjà par rapport aux lésions, c'est situé à la profondité, etc., c'est très différent. On peut vraiment avoir un accompagnement qui est très, très différent. Et pour ça, effectivement, on se base vraiment sur les symptômes de notre patiente. OK ? Donc, côté plante, il y a 2 pépites. Enfin, côté plante, il y en a une des 2 qui est en plante. En fait, pour moi, ces 2-là sont super intéressantes. Et je ne sais pas si vous les connaissez déjà. C'est vrai que la Chélie millefeuille, on en a déjà parlé. Elle a vraiment ses propriétés anti-inflammatoires, antispasmodiques et aussi elle soutient du coup les conforts menstruels et les PEA. Donc, ça a été beaucoup documenté sur l'axe douleur chronique et aussi douleur neuropathique. Et c'est pas exclusivement spécifique à l'endométriose, mais c'est game changer, vraiment, je vous promets. Il y a cette marque en plus que moi j'adore qui est disponible sur Simplicure. Ça a été fondé par une femme qui a l'endométriose. Elle a proposé vraiment qu'il y ait des compléments qui vont travailler sur l'endobélie, sur les règles douloureuses, sur la douleur en soi. Donc vraiment, je vous invite à regarder un peu ce qu'elle propose. Mais en général, voilà, ce sont 2 compléments que moi j'apprécie énormément.
Assez rapidement, on n'agit pas sur un seul levier avec l'endométriose, mais on travaille sur plusieurs choses. Donc d'abord la régulation estrogénique. Donc on a vu qu'on a la plupart du temps de l'hyperestrogénie. En gros, c'est une pathologie estrogénodépendante. Et donc ici, on soutient le foie, les transits et l'intestin. Donc on peut travailler avec par exemple la DIM qu'on a vu tout à l'heure, et aussi avec la modulation de la douleur et aussi des lésions, notamment avec l'HTL. C'est le deuxième axe, que c'est le travail sur l'inflammation. Donc ici, on peut travailler avec les NAC, les oméga-3, les curcuma et du coup la PEA. Et la troisième partie, c'est aussi la sensibilité à la progestérone. Donc, comme on le voyait tout à l'heure, en fait, il y a souvent cet équilibre entre estrogène et progestérone. Donc, parfois, en fait, en gros, c'est vraiment, ça peut être un déséquilibre entre les deux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est c'est améliorer la réponse des tissus qui, pour l'instant, réagissent mal en fait à la progestérone. Je ne sais pas si je me suis expliquée, c'est un peu compliqué. Mais en gros, voilà, pour soutenir ces terrains, on travaille avec la vitamine D, avec les magnésiums, avec les zinc et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, avec des plantes, si jamais, qui soutiennent du coup la progestérone. Dernier sujet, j'espère que je suis dans les temps. Dernier sujet de ces webinaires, donc c'est la pilule contraceptive. N'hésite pas, Will, à me faire un petit retour dans les chats. Je sais pas si je suis en train de trop parler aussi, si on est dans les temps. Ok, non, je pense qu'on est bon, mais j'ai quand même parlé beaucoup. Donc, je veux parler un tout petit peu des pilules contraceptives parce que c'est vrai. Nickel. En fait, on voit de plus en plus prescrire la pilule. On va en parler rapidement, mais nous, en tant que thérapeute, en tout cas, on est obligé de savoir ce qui se passe dans les corps d'une femme sous pilule, parce que moi, perso, j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup appris en lisant mes documentants et mes formants, mais je me rends compte vraiment que les patientes que j'ai en face de moi, à chaque fois, elles savent pas du tout ce qui se passe dans leur corps quand elles prennent une pilule. Donc déjà, petit rappel pour nous tous, on n'a pas de cycle naturel, ok? Tout ce qui est sous pilule, en fait, bloque notre cycle naturel. Donc il y a vraiment cet axe qu'on a vu tout à l'heure, FSH, LH, du cerveau qui est bloqué, et l'ovulation aussi est annulée. Donc, c'est important de rappeler à nos patientes aussi que les saignements qui sont observés sous pilule, sont pas des règles au sens physiologique, mais ce sont des saignements de déprivation qui sont donc liés à cette pause hormonale artificielle. Et il faut aussi bien expliquer que la pilule ne régule pas le cycle, mais elle le remplace de manière temporaire par un rythme artificiel. Je veux quand même nuancer un tout petit peu l'effet de la pilule parce que c'est vrai que moi, je veux pas dire que je suis pro ou contre pilule, etc., parce que ça dépend vraiment un tout petit peu des patientes et des personnes qu'on a en face de nous. Et justement, pour parler un tout petit peu de positive, entre guillemets, la pilule, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle reste souvent proposée en première intention, notamment dans les SOPK et dans l'endométriose. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que, effectivement, elle travaille beaucoup sur limiter en fait les symptômes visibles. Donc, effectivement, ça peut réellement être un gros changement pour une femme qui souffre, pour une femme, par exemple, qui a des règles qui sont extrêmement douloureuses dans les cas de l'endométriose. Donc, dans les SOPK, ça peut limiter tout l'hyperandrogénie, donc l'acné, la pilosité, etc. Donc, franchement, ça peut aider, mais ce qui est important de faire et de dire, c'est que ça guérit pas la cause. Ok, donc, son rôle est vraiment de mettre les systèmes au repos et du coup de réduire cette expression des symptômes. Mais encore une fois, je ne veux pas être pour ou contre pilule, c'est un outil pour moi et elle peut améliorer effectivement les conforts quotidiens, mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut continuer à dire, c'est qu'elle ne remplace pas toute l'exploration qu'il doit y avoir derrière un symptôme. Okay, c'est en fait un tout petit peu un petit pansement qu'on met comme ça, mais le problème c'est que quand on l'enlève, on peut avoir ces petits effets rebonds et c'est la plupart du temps très très fréquent. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la pilule, quand on la prend, effectivement, voilà, en gros, on nous explique jamais ce qui se passe. Okay, on nous explique jamais ce qui se passe, on la donne et basta. Mais il y a vraiment des impacts qui sont possibles sur plusieurs axes. D'abord, l'axe digestif et hépatique. On l'a vu, en fait, le foie, il a cette fonction de métaboliser les hormones. Et ici, du coup, il doit métaboliser les hormones de synthèse. Et il peut y avoir aussi une modification du microbiote. On a aussi parfois l'axe thyroïdien qui est déséquilibré parce qu'en fait, il y a tout un travail entre les estrogènes et la TBG
et en gros, les hormones libres peuvent être un tout petit peu modifiées et donc il peut y avoir des terrains aussi hypothyroïdiens à la suite de la pilule. Et aussi, il y a l'axe micronutritionnel qui est vraiment non négligeable. La pilule, en fait, elle augmente beaucoup les besoins en nutriments, surtout via la métabolisation du foie. Et donc, elle va piocher dans toutes nos réserves, notamment magnésium, zinc, vitamines du groupe B. Et en fait, après, quand on l'arrête, paf, il y a tout un peu qui revient et on est carencé. Notre corps, il doit refaire un cycle à nouveau. Et il ne sait pas trop comment faire. Donc, assez rapidement, à l'arrêt de la pilule, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 défis. Les premiers, c'est qu'on a une dette hormonale. Donc, on a notre cycle qui doit se réveiller. Il faut qu'il relance FSH, LH, maturation folliculaire, ovulation, etc. Mais du coup, il se trouve un petit peu déséquilibré. Et du coup, on a cette dette nutritionnelle parce que la plupart du temps, on a aussi beaucoup des carences. Donc, après l'arrêt de la pilule, les retours de cycle peuvent être progressifs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut vraiment rassurer les patientes que ça peut prendre du temps. Donc, ça, c'est la chose sur laquelle je me bats tout le temps avec mes patientes. Je suis là, oh, t'inquiète pas, il y a peut-être 3 mois, 4 mois encore, t'as pas des règles, c'est pas grave. On va essayer vraiment de stimuler le corps, de nettoyer le foie, de travailler avec les nutriments, mais ça peut vraiment prendre du temps. Moi, j'ai des patientes, elles ont eu leurs règles après 6 mois. Ça peut être long, effectivement, on n'a pas envie, surtout si on est un projet bébé, d'attendre autant, mais voilà, ça, il faut savoir qu'il faut y avoir un peu de patience et c'est normal que le corps met du temps à retravailler comme ça. Et surtout, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il faut être très, très, très attentif à ce qui se passe post-pilule parce que s'il y a plein de symptômes qui ressortent, ok, parfois ça peut être un peu l'effet rebond, donc les corps qui essaient de rééquilibrer, mais parfois il peut y avoir aussi des choses qui ont été masquées, notamment un SOPK ou d'autres déséquilibres. Donc, sur les plans nutritionnels, on revient à des bases concrètes, B6, zinc, sélénium et magnésium. Et avec les plantes, notamment, on a les gâtilliers, la maca, les chardon-marie, on l'a vu tout à l'heure, du coup pour la détox du foie, et aussi l'ortie qui est super intéressante en post-pilule parce qu'elle travaille aussi sur la reminéralisation. On arrive à la fin. J'ai un peu couru. J'espère que la dernière partie, ça a été pas trop rapide. On peut y revenir si jamais. Mais voilà, j'aimerais juste vous laisser avec un message qui est important pour moi. Donc, pour moi, si je voulais noter aussi ici, le cycle menstruel n'est pas seulement un sujet des fertilités, des règles, des symptômes, mais c'est une porte d'entrée extraordinaire pour comprendre la santé des femmes dans sa globalité. Et je crois profondément qu'en tant que professionnel de santé, on a vraiment cette mission d'aider les femmes à ne plus subir leur corps, mais à mieux le comprendre. Et on le sait, on le voit, il y a beaucoup trop de femmes qui vivent encore avec des douleurs qui sont banalisées, des symptômes qui sont minimisés, des cycles qui sont irréguliers ou des pathologies avec lesquelles elles se sentent seules. Et pourtant, même quand il y a une pathologie, quand le cycle est perturbé, il y a toujours quelque chose à accompagner. On peut toujours pas corriger ou soigner en fait, mais on peut toujours soulager et soutenir. Et pour moi, voilà, c'est quelque chose que je trouve super important. Et je crois vraiment, et je te vois, oui, là, j'ai fini, que plus une femme comprend son cycle, moins elle se sent impuissante face à lui. Et l'objectif, encore une fois, c'est pas de vivre parfaitement selon le cycle, mais vraiment d'apprendre à l'écouter. Et donc, je veux vous laisser avec cette phrase: ton cycle n'est pas un ennemi, il peut devenir une vraie force, presque une super puissance quand on apprend à le comprendre. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Je laisse la parole à William. Et puis, je vous remercie encore. Merci beaucoup, Lucretia. C'est un sujet super dense, c'était super intéressant et je pense que au vu du chat et des commentaires, on va devoir faire plusieurs sessions pour essayer de le couvrir dans sa globalité. Je fais justement un petit questionnaire juste après pour voir quels autres sujets vous souhaitez qu'on aborde avec Lucretia dans les prochains webinaires. En tout cas, vraiment merci, c'était top. Il y a plein de questions, mais peut-être avant qu'on passe aux questions, moi je fais une petite présentation de SimpliCure pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Je upload vite mes slides et ça, on devrait y arriver. Hop, voilà. Super. Du coup, Lucretia, c'était super complet. Un tout grand merci. Tout ce que Lucretia vient de vous partager, vous pouvez le prescrire en fait dès demain ou dès aujourd'hui sur SimpliCure. Les différents protocoles proposés sont disponibles sur SimpliCure et je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Pour me présenter, moi je suis le cofondateur de SimpliCure. On a lancé la plateforme maintenant il y a un petit peu plus de 3 ans parce qu'on s'est rendu compte que pour vous, praticiens, c'est pas toujours évident quand je dois jongler avec 3, 4 labos
différents. On vient de le voir, c'est plus quand on fait une recommandation ou une prescription en micronutrition, c'est plus une à deux molécules, un laboratoire. En fait, on est vite à 6 à 15 références. Je pense que dans le protocole SOVK, il y a 11 références avec 4 à 6 laboratoires mobilisés. Et c'est vrai que si on doit commencer à jongler entre 4 à 5 labos et que derrière le patient il doit acheter à 4 ou 5 endroits différents, c'est quasi impossible et il le fera jamais. Et c'est pour ça en fait qu'on s'est lancé sur SimplyCure en discutant avec vous praticiens. On a vu que aujourd'hui il y a pas mal d'obstacles, du temps perdu, des choix restreints. On discutait avec le docteur Annika qui nous disait bah, tiens moi c'est vrai qu'avant SimplyCure je devais me limiter à 2 ou 3 labos max parce que sinon j'y arrivais pas. Aurélien Nunez qui nous disait, ben moi, tous les jours, après mes consultations, c'est 30 minutes à 1 heure à essayer de reproduire des recommandations, copier des liens, les envoyer à mes patients sur un Word, ou bien encore le docteur Laurent Fogel, que vous connaissez peut-être, qui nous disait, ben non, mais moi, je passe du temps à comparer les compositions, je suis sur tous les sites des labos, mais c'est pas toujours écrit de la même manière. Et c'est pour ça on a voulu créer SimplyCure, où vous permet en fait de faire de la prescription multilabo, une seule interface sur laquelle vous allez pouvoir tout prescrire et accéder à ce qui se fait de mieux en micronutrition. Comment ça fonctionne? Ben, c'est très simple, hein. C'est 3 clics pour recommander et suivre un patient. Vous avez accès à quasi 5000 produits de 250 laboratoires. Vous pouvez nous demander des nouveaux labos. Lucrezia, justement, nous en demande souvent. Et on fait notre possible derrière pour essayer de les référencer. Une fois que vous avez choisi le bon produit, ben, vous allez pouvoir adapter la posologie, comparer les formules pour trouver la meilleure pour votre patient et lui créer en fait sa recommandation qu'il va pouvoir commander en un clic. La force, c'est que chez SimplyCure, on s'occupe vraiment de la logistique. Donc, sous toutes ces références, ces 250 labos, on les a en stock. Et donc, quand votre patient commande, il reçoit un seul colis avec tous les produits. Et dans les 2 jours, il reçoit son colis chez lui, ce qui est nettement plus simple. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer le protocole que le métier a créé sur les SOPK directement sur la plateforme et comment vous pouvez l'utiliser. Je vais partager mon écran. Hop. Ici. Donc quand je suis sur SimplyCure, la plateforme est gratuite, hein, vous pouvez vous créer un compte directement. L'idée c'est qu'ici j'ai accès à tout le catalogue, je peux comparer les produits entre eux. Donc si je voudrais comparer les oméga 3 ici de NitriPure, je vais taper oméga 3 avec d'autres oméga 3. Sois juste sûr que ton écran, tout le monde le voit. Parce que là, moi, je vois que c'est en stream et tout, mais je ne le vois pas en grand. Merci. C'est un beau point. Sorry. Hop. Yes. Est-ce que là, maintenant, c'est bon? Ouais, parfait. Merci, Lucrezia. Avec plaisir. Tu me sauves. Du coup, je disais, donc, quand je suis sur SimplyCure ici, je me connecte, vous pouvez vous créer un compte sur SimplyCure. J'ai accès à tous les produits à un seul endroit et je peux comparer les produits. Donc, si je veux comparer 2 oméga 3, la teneur en EPA ou en DHA, j'aurai directement ici le comparatif, qu'est-ce qu'il y a comme excipient dans la formule et si une formule me plaît plus qu'une autre, je la rajoute. J'ai accès ici à toute une série de filtres. Donc, si on passe par les gélules, des poudres, des liquides, je peux vraiment chercher ce qui se fait de mieux et ce qui est le plus adéquat pour mon patient. Et puis, dans ma recommandation, je vais pouvoir également accéder à des protocoles. Donc là, ici, Lucrezia nous a fait 3 protocoles, arrêt de la pilule, endométriose et SOPK qu'elle vient de vous présenter. Si je veux directement ajouter les produits de Lucrezia, je les rajoute. Et ici, on voit les différents formules avec les bonnes posologies et les bons conseils. Elle vient de vous le présenter, donc le N-acétylcystéine de Super Smart, la berbérine, le magnésium de Pure Encapsulation, le glycinate de magnésium, la vitamine D3, ici on est sur Dr Jacobs, et le Gynéca aussi sur les règles douloureuses. L'intérêt, c'est qu'on voit vraiment qu'on peut faire du multilabo, on peut adapter les dosages, on voit qu'il y a également des notes spécifiques qui sont rajoutées. Vous pouvez accéder à tous ces conseils à un seul endroit, c'est hyper simple. Derrière, je rentre juste les coordonnées de mon patient. Là, j'ai mis un patient test, je lui envoie et mon patient reçoit un lien sur lequel il peut tout acheter. Donc ça, c'est hyper facile aussi. Pour le patient, il ne doit plus s'embêter. Il va pouvoir acheter tous les produits à un seul endroit. C'est beaucoup plus facile. Il a un colis et c'est livré dans les 2 jours.
jours. Et puis derrière, je peux assurer le suivi. Je peux me dire, ben, tiens, j'ai fait une recommandation à William, est-ce qu'il a acheté, pas acheté? Vous avez vraiment toute une série de fonctionnalités pour vous aider à, à mieux, à mieux exercer. On vient de lancer aussi une fonctionnalité de questionnaire. Si ça vous intéresse, si vous n'avez pas encore de questionnaire de pré-anamnèse, ben, vous pouvez créer un questionnaire ou accéder également à des questionnaires de certains de nos praticiens. On a le docteur Résimon, Aurélien Nunez, ou d'autres questionnaires qui sont disponibles. Un peu comment fonctionne SimpliQ. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez l'opportunité de discuter avec les praticiens de la communauté. Dès que vous utilisez SimpliQ, on a un WhatsApp, un groupe sur lequel vous pouvez discuter avec tout le monde. Donc, ça vous permet aussi de poser des questions, de vous challenger sur la plateforme. Je retourne rapidement ici à mes slides. Est-ce qu'on voit bien mes slides là, Lucretia? Oui, oui, oui. Il y a eu juste un petit moment où on ne t'entendait pas bien, mais en tout cas, de mon côté, les micros maintenant, c'est parfait et je t'entends bien. Cool. Génial. Mais du coup, j'ai quasi fini. SimpliCure, c'est plus de 15 000 praticiens, 250 labos, plus de 100 protocoles qui sont disponibles, dont les 3 protocoles de Lucretia qui sont disponibles. Je viens de vous les montrer. Et l'intérêt, ben, par exemple, le docteur Anne-Mika, l'année dernière, en utilisant SimpliCure, elle est passée de 3 à 48 labos prescrits en 2025. Donc, on peut vraiment choisir le meilleur produit sans contrainte et ça lui permet de. Elle parle du catalogue de Noël. Elle dit, bah, je suis illimité, je peux vraiment trouver la meilleure molécule, les meilleurs produits. Le docteur Nunez, lui, il dit c'est du temps gagné, une liberté totale. Il a prescrit 37 labos l'année dernière. Lucretia, on verra ton bilan en fin d'année. Combien de labos différents tu fais sur SimpliCure? On a essayé de faire un peu comme sur Spotify. Tu as un wrap-up où tu peux voir tes stats sur SimpliCure. Et pour ceux qui nous connaissent ou qui ne nous connaissent pas encore, si vous voulez accéder au protocole, vous pouvez scanner le QR code ici en dessous. Et ceux qui ne nous connaissent pas et qui ont envie de vous inscrire sur SimpliCure, ben, c'est tout simple. Vous scannez le QR code ou bien vous allez directement sur simplicure.com et vous pouvez vous inscrire. Je viens d'envoyer aussi un petit, je pense, call to action. Je ne sais pas encore très bien comment ça, mais j'espère que ça fonctionne pour vous. Merci en tout cas et je propose qu'on passe je propose qu'on passe directement aux questions. Il y a encore pas mal de gens qui sont là. Hop, et je sais pas comment je fais pour virer les slides. Ça fonctionne. Ah, Ok, top. Ben voilà, on va mettre. et là, je pense que je pourrais mettre. Ouais. Non, ça tourne. Il y a Là, il y a tout il y a là. plein de choses. Il y a tout le moment, on nous voit à deux. C'est le plus important. Alors, je vais commencer par les premières questions. Alors, juste une petite question. Il y en a plein. Il y en a Ok, plein. je vais essayer de répondre un peu à tout. En Suisse, où faire une formation professionnelle autour du cycle hormonal et de la femme ménopause qui soit reconnue? Alors, Que... en Suisse, il y a plusieurs écoles. Il y en a une dans laquelle je suis formatrice aussi. Peut-être je peux vous donner les informations en DM. Après, il y a énormément d'écoles où il faut vraiment regarder que ça soit agréé ASCA et RME parce que c'est les labels de qualité où vraiment, c'est finalement, après notre pratique est, remboursée par les assurances complémentaires. Et moi aussi, bientôt, je vais sortir des petites formations qui sont aussi agréées ASCA et RME. Donc, c'est un grand travail derrière et voilà, si jamais. Génial. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut échanger les points sur SimpliCure pour tes formations. on, pourra en discuter. Trop bien. La deuxième question, c'est quels sont les risques d'une aménorrhée prolongée à 1 an et demi chez une femme de 30 ans? Alors, en gros, le problème de l'aménorrhée, c'est que tu n'as pas ces changements dans l'endomètre. Donc, en gros, on a vu pendant les cycles, tu as ces changements, l'épaississement de l'endomètre, et ensuite ça redescend. Et du coup, ça va sortir via les saignements. Les problèmes quand tu as un aménorrhée, donc la plupart du temps, c'est vraiment une ovulation bloquée ou pas des règles du tout, c'est qu'en fait, tu n'as pas moyen d'éliminer l'endomètre. Donc, ce qui se passe, c'est que l'endomètre, il continue à épaissir et du coup, ça peut créer de l'inflammation, dans certains cas, une hyperplasie de l'endomètre, donc il faut quand même consulter. Okay. C'est laquelle ouais. Yasmine qui demande est-ce que les lavandes sont bénéfiques dans la phase menstruelle ou est-ce qu'on peut les prendre dans n'importe quelle phase? Les lavandes, pardon, j'ai pas compris. Ouais, je suis pas sûr qu'elle ait voulu mettre ça. Je remets la question ici. Les lavandes, la lavande, un terme qui est plante, on peut prendre dans n'importe quelle phase. Ah, j'ai pas compris.
Ouais, bah, on va passer à la prochaine, à mon avis. C'est peut-être le correcteur qui a mis autre chose. Je sais pas si c'est la lavande. Corinne qui demande comment aider une jeune femme de 24 ans diagnostiquée endométriose et dans quelle phase? Alors, pour l'endométriose, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment tout un, comment dire, un travail multifactoriel. Donc, vraiment, il ne faut pas que travailler sur une phase seule. Il faut vraiment travailler sur la douleur, il faut travailler sur les règles douloureuses, il faut travailler sur l'abondance du flux. Moi, ce que j'ai fait en cas d'endométriose, comme je vous ai expliqué un peu, déjà, j'essaie de comprendre le profil un peu de la patiente, déjà s'il y a aussi une hyperestrogénie ou pas. Et ensuite, j'ai fait tout un travail déjà de base sur la douleur pour vraiment essayer de limiter les symptômes avec le PEA. On a vu avec lâcher les millefeuilles, les plantes, si c'est possible, et un travail sur l'assiette. Évidemment, dans tout ce qui est endométriose et SOPK, je n'ai pas fait un focus nutrition, mais l'hygiène des vies, l'inflammation qui est en fait contrôlée, donc via une alimentation anti-inflammatoire, les bons apports des micronutriments, ça fait la différence. Et malheureusement, avec l'endométriose, il faut vraiment un peu naviguer à vue parce que c'est vraiment selon les symptômes que la patiente a que tu peux travailler sur l'un ou sur l'autre. Et chaque endométriose est différente, donc vraiment, ça dépend aussi des symptômes qu'elle présente. Ok, génial. Comment traiter et expliquer le phénomène de spotting lors de la période d'ovulation et un peu après? Alors, les spottings, ça arrive tout simplement parce que, du coup, comme tu as vu, il y a ces petits follicules qui va vraiment éclater. En fait, il va vraiment s'ouvrir, se rompre et il y a le l'ovocyte qui sort. Donc, ça, parfois, ça peut créer des petits saignements à niveau ovarien, tout simplement parce qu'il y a eu vraiment une expulsion ou rupture de quelque chose dans ton corps. Normalement, ce sont des spottings qui sont très légers. Ça ne doit pas être des règles vraiment, genre comme des règles, c'est pas normal sinon. Mais il faudrait que ça soit vraiment très léger. Et si ça te dérange un peu, c'est vrai qu'il y a vraiment le fait de travailler sur l'oxydation, donc vraiment avec les aliments qui sont antioxydants, avec aussi les zinc qui travaillent un tout petit peu sur l'immunité, aussi sur l'inflammation. Mais normalement, ça ne devrait pas être quelque chose qui est invalidant. C'est vraiment juste un petit pansement parce que tu devrais le sentir quand il y a eu ovulation. Et d'ailleurs, chez certaines femmes, notamment qui veulent s'approcher de comprendre leur fertilité ou qui sont en projet de grossesse, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant parce que du coup, c'est un des signaux qui montre que tu as eu ovulation. Donc, c'est pas forcément mauvais en soi, si c'est pas gênant. Je vais prendre la question de Anna. En périménopause, en quelle phase mesurer les hormones sexuelles? Ouais, alors moi, périménopause, c'est vrai que c'est pas trop ma tasse d'été. Je sais que vous avez, avec Will, avec SimpliCure, vous avez prévu plusieurs webinaires vraiment sur ces sujets-là. Moi, perso, c'est vrai que j'ai une collègue avec laquelle je travaille et c'est plus elle qui s'occupe de la partie périménopause parce que du coup, il y a un gros changement à niveau hormonal. Mais c'est vrai que tu peux mesurer n'importe quand parce que ça dépend encore si tu as des cycles qui sont assez réguliers, si tu as encore des menstruations. La plupart des hormones sexuelles, normalement, on les teste à J3, donc pendant les menstruations. Après, s'il y a un patient qui a un aménorrhée depuis longtemps et donc tu vois qu'elle commence déjà à montrer des symptômes de ménopause, bah, c'est vrai que c'est plus compliqué de doser à J3 précis, mais tout au long du cycle, plus ou moins, ça peut quand même tu peux quand même doser et regarder avec gynéco. Ok. Mélissa, pour un profil de jeune femme anxieuse, cortisol élevé, graisse abdominale, testostérone et androgène bas, malgré une alimentation équilibrée et du sport régulier, sur quoi prioriser? Utile de supplémenter en DHEA? Attends, j'ai perdu la question parce que je ne l'ai pas lu jusqu'au bout. Oui, donc pour un Ah profil oui, je de l'ai. jeune. Sport régulier, sur quoi prioriser? Est-il de supplémenter un DHA? Alors, déjà, il faut vraiment qu'il y ait un gros travail sur le stress, évidemment. Donc, quand je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle beaucoup des micronutriments, on parle beaucoup d'alimentation, mais la base de la base, c'est vraiment dire au corps de cette femme, en fait, qu'il est en sécurité, du coup, que les hormones peuvent se produire de manière normale. Donc, effectivement, gros travail sur le stress. Donc, vraiment, là, tu peux travailler avec l'hygiène des vies, la cohérence cardiaque, une activité physique qui est adaptée, qui n'est pas trop stressante. Et pour tout ce qui est en fait testostérone, androgène, c'est vrai que là, tu peux moduler avec les plantes. Si tu as déjà du coup une alimentation équilibrée, ça c'est déjà très bien. Pour le sport, pour moi,
c'est ça aussi qu'il faut regarder un tout petit peu. Parfois, ce sont des femmes qui ont un sport régulier, mais parfois, c'est peut-être trop intense pour elles. Et aussi par rapport à la balance métabolique avec l'alimentation. Moi, par exemple, j'ai ces cas très souvent. Hein. J'ai des femmes qui bougent bien, qui mangent bien, mais en fait, même le fait de bouger, par exemple, 3, 4, 5 fois par semaine et n'ayant pas les apports suffisants, ça peut créer du coup des dérèglements et ça crée en fait un stress, d'où le cortisol qui pourrait être élevé et tous ces symptômes d'anxiété. Pour la DHA, moi, j'ai jamais supplémenté de toute ma vie, mais peut-être que c'est intéressant, effectivement. Mais après, encore une fois, là, je regarderai quand même aussi un bilan surrénal avant de supplémenter. Ok. Est-ce que la pilule contraceptive fait-elle baisser la progestérone? Très important, Nathalie, elle fait rien baisser du tout, elle bloque tout. Ok, la pilule contraceptive, vraiment, elle bloque l'ovulation, elle bloque tout. Et en fait, elle va te donner des hormones de synthèse, notamment progestatifs. Donc, c'est quelque chose qui mime, on va dire, la progestérone. Et donc, ça fait croire à ton corps que tu as de la progestérone, mais c'est qu'une hormone synthétique. Donc, non, ça fait baisser dans le sens où tes hormones sont vraiment en pause, mais ça ne fait pas baisser spécifiquement l'un ou l'autre. Il y a vraiment tous ces signaux, en fait, qui partent de cerveau qui est bloqué. Donc, c'est pas intéressant ni de la doser, ni de, tu vois, se poser la question si elle est basse ou pas. En tout cas, il y a rien. Genre, les hormones sont comme ça, hop là. Ok, très clair. Il y avait une question sur les slides. Du coup, nous, le replay sera disponible sur Simplicure dans l'après-midi. Et les slides, soit ils sont disponibles chez toi, Lucretia, soit nous, on peut les mettre disponibles sur Simplicure. Yes. Est-ce qu'une contraception stérilet au cuivre peut-elle avoir un impact sur les douleurs en cas d'endométriose? Alors, ça dépend d'où l'endométriose est située. En fait, bon, là, le stérilet en cuivre, la plupart du temps, a vraiment un impact mécanique sur l'adénomiose. Donc, ce sont les lésions de tissu semblable à l'endomètre qui ne sont pas à l'extérieur de l'utérus, mais à l'intérieur, donc dans la cavité utérine. Et en fait, à ce moment-là, c'est vrai que juste en posant les stérilets en cuivre, il y a des règles qui sont encore plus abondantes, parce qu'avec l'adénomiose, tu as vraiment déjà de base ça comme symptôme. Si tu as des lésions endométriales qui sont quand même un tout petit peu à côté de l'utérus ou quoi, c'est vrai que vu que les stérilets en cuivre créent de l'inflammation pour protéger en fait l'utérus des spermatozoïdes, bah c'est vrai que c'est pas intéressant. En tout cas, moi, j'ai quasiment aucune patiente, j'en ai peut-être une qui a un stérilet en cuivre avec l'endométriose et elle arrive à vivre bien. Les autres, c'était une catastrophe. Genre posé, lever direct, hein, parce que c'est une inflammation en fait. Tu vois, les cuivres, il n'y a pas d'hormones, mais ça crée une inflammation pour bloquer, pour cet effet contraceptif. Donc, tu as déjà l'inflammation de base due à l'endométriose. Là, tu rajoutes encore l'inflammation. Ça risque vraiment d'empirer les douleurs, ouais, les symptômes. Ok. Je vais faire un focus sur les questions avec le plus de votes. Donc, ceux qui veulent, n'hésitez pas à regarder, à voter pour les questions qui vous intéressent. Là, je vois la prise de pilule. La prise de pilule pendant des années peut entraîner un ralentissement du foie avec une mauvaise digestion des graisses. Alors, les problèmes aussi de la prise de la pilule, c'est que tout le monde réagit différemment. Donc, tu verras, il y a des femmes, en fait, elles prennent la pilule pendant 10 ans, ensuite elles arrêtent, après 4 mois, elles ont la menstruation à nouveau, nickel. D'autres, en fait, après 3 mois de prise de pilule, à 6 mois, elles n'ont toujours pas leurs règles. Et en fait, vraiment, ça dépend de comment ton corps réagit à cette détoxification des hormones de synthèse. Donc, comme je t'ai dit, le foie, c'est lui qui a vraiment cette travail, ces rôles majeurs dans la détoxification des hormones. Et donc, effectivement, si tu as un foie que de base, il était déjà pas très, très réactif, qu'il avait déjà besoin de soutien, en plus, on a pris la pilule, bah, c'est vrai que par la suite, tu peux avoir plein de symptômes qui sont liés à une inflammation du foie ou autre. En fait, les symptômes post-pilule, ils sont énormes. Hein. Énorme et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On étudie encore et toujours ce qui peut arriver, mais il y a des trucs qui sont assez, comme je vous ai dit, hein, l'aménorrhée post-pilule, c'est la chose un peu plus simple qu'on retrouve. Parfois, c'est vraiment cette fameuse acné un peu rébonde qui vient, les ballonnements, mais ça peut arriver jusqu'à perdre des cheveux, poids qui change, rétention d'eau, enfin vraiment... tous ces pas en fait. Ton corps, il a réagi pendant un moment à des hormones de synthèse et ouais, donc ça peut. Ok. Jessica qui demande, pour endométriose toujours, peut-on avoir un profil mixte, hyperestrogénique et inflammatoire? Comment distinguer les deux ou le profil dominant?
Oui, alors c'est possible. Donc, c'est en fait les problèmes aussi dans ma slide tout à l'heure, etc. En fait, je voulais faire comprendre que parfois, tu n'es pas obligé d'avoir hyperestrogénie pour avoir de l'inflammation et de la douleur, mais c'est vrai que tu peux clairement avoir les deux. Pour l'hyperestrogénie, je vous ai montré tous les symptômes tout à l'heure. Là, des têtes, il y a vraiment la tension mammaire, ces caillots en fait dans les saignements, des règles qui sont quand même plus abondantes, douloureuses, voilà, de symptômes prémenstruels marqués. Ça, c'est plus ou moins les symptômes les plus fréquents. Mais c'est possible d'avoir un profil mixte et du coup, encore une fois, prise en charge multifactorielle, travailler avec l'inflammation et aussi avec l'hyperestrogénie. Ok. Jessica qui dit j'ai l'endométriose et un syndrome de l'intestin irritable, je pense ainsi. Je me sens perdu entre l'alimentation anti-inflammatoire et sans FODMAPs. J'ai l'impression que des choses qui devraient me faire du bien me font en fait du mal. Par quoi commencer? Alors, il faut vraiment que tu te fasses accompagner. Je ne sais pas si tu es déjà suivi par quelqu'un ou si tu fais juste un peu avec les informations que tu as. Mais c'est vrai que l'alimentation, en tout cas, il faut vraiment la personnaliser à fond parce que, tu vois, ça peut avoir des impacts énormes et positifs, hein, mais du coup, il faut qu'on trouve vraiment les aliments qui sont bons pour toi. Et c'est vrai que c'est fou parce que dans un profil endométriose, on te dit par exemple de rajouter des fibres, on te dit par exemple voilà, qu'il faut des graines, des choses comme ça, toutes les choses que probablement ton corps aime pas et parce que tu es très sensible. Donc là, c'est bien vraiment de se faire accompagner par un thérapeute qui va faire des tests avec toi. Moi, perso, je sais qu'avec mes patientes, j'ai fait les journaux alimentaires. Donc vraiment, j'enlève des petits aliments, je les fais tester au fur et à mesure, je les réintègre, je regarde comment ça va. S'il y a des aliments que ça passe pas, on laisse tomber, d'autres on reprend et toujours travailler le fond. Donc effectivement, on peut quand même travailler sur l'inflammation digestive et l'inflammation chronique, tout en travaillant sur des aliments qui sont spécifiques. Mais il faut te faire accompagner. Okay. Il faut faire des tests aussi. Fais des tests, regarde aussi toi vraiment, note ce qui t'a fait du bien, ce qui t'a fait pas du bien et comme ça tu peux te construire même toi toute seule un peu ton petit protocole. Alors j'en profite peut-être pour ceux qui nous écoutent encore. Je vais prendre les deux dernières questions et avant ces deux dernières questions, au vu de l'intérêt du webinaire, je pense qu'on va essayer d'en faire des prochains avec Lucretia. Est-ce que vous pouvez nous écrire dans le chat les sujets que vous souhaiterez qu'on aborde dans un prochain webinaire ensemble? On les traitera et on regardera ce qui ressort le plus. Écrivez dans le chat ce que vous souhaiteriez voir et en attendant, je te pose les deux dernières questions, Lucretia. Comment accompagner une femme qui a toujours pris la pilule et qui désormais en préménopause l'a arrêtée et a des problèmes digestifs et de prise de poids? Comment accompagner une femme qui a toujours pris la pilule et qui désormais en préménopause et à l'arrêt a des problèmes digestifs, des prises de poids? On peut y répondre avec William Cadmiri. J'ai pas compris la question, pardon. Désolée, attends, parce que tu mets la main justement d'un côté, comme une femme qui a toujours pris la pilule et qui désormais en préménopause l'a arrêté, il y a des problèmes digestifs et des prises de poids. Moi, quand j'ai en fait un arrêt de la pilule, je travaille un peu toujours de la même manière. Donc, je vais travailler avec regarder déjà s'il y a des carences nutritionnelles qui ont été induites par la pilule, travailler avec la détox de foie pour essayer d'être sûr d'avoir éliminé tous les hormones de synthèse et aussi du coup travailler avec une alimentation qui va être riche en micronutriments. Ensuite, encore une fois, l'arrêt de la pilule, ça change vraiment de personne en personne. Donc, selon la phase où tu es dans ta vie ou pas, c'est vrai qu'il faut naviguer un peu à vue, voir les symptômes que tu pourrais avoir ou pas et donc adapter au fur et à mesure. Pour tout ce qui est problème digestif et prise de poids, pareil, genre, comme ça, je ne saurais pas te dire honnêtement. Moi, je te proposerais de faire un bilan un peu plus spécifique, de regarder vraiment avec aussi tes prises de sang et puis adapter une alimentation et voir comment ton corps réagit en fait. Ok. Et dernière petite question, est-ce que la prise de pilule peut avoir des effets sur un ventre ballonné? Ça peut, parce que du coup, comme je dis tout à l'heure, vu que ça crée un travail, enfin, ça peut dérégler un tout petit peu les microbiotes. On l'a vu tout à l'heure dans les slides, ça a un impact sur le foie. Donc, le foie, la bile, la digestion, c'est un peu tout qui est lié. Et donc, ouais, effectivement, ça pourrait créer un peu des troubles digestifs. C'est quelque chose qui est très, très souvent sous pilule. Hein. Génial, on a reçu plein de propositions de nouveaux types de webinaires. Je te propose qu'on regarde ça ensemble après.
Lucrezia, un immense merci. C'était génial. C'était super J'espère avoir clair. répondu au mieux à des questions. Après, c'est vrai que sur certaines choses, type la périménopause, la ménopause, c'est pas trop ma tasse d'été. J'espère que j'ai pu vraiment répondre au max avec tout ce qui était SOPK, endométriose, cycle. Et voilà, il ne faut pas hésiter si jamais on veut faire quelque chose d'un tout petit peu plus spécifique. Et pour tout ce qui est périménopause, ménopause, j'ai vu qu'il y avait plein de questions. Il y a des webinaires aussi qui arrivent bientôt avec d'autres experts. Mais voilà, moi, je ne vais pas sortir de ce que je connais. Ouais. C'est très bien, c'est très clair. C'est vrai qu'on a un webinaire périménopause, ménopause avec William Cadmery le 28 mai, si je ne me trompe pas. Euh, Excellent. un tout grand merci. C'était vraiment super. Je t'envoie également toutes les questions derrière si tu as envie de prendre le temps. Merci à tous de nous avoir écoutés ce midi et à très vite. Bel après-midi. Au revoir, merci. Ciao. Ciao.